Alors l'actu de la semaine, ça va être très rapide. On a un nouvel épisode de drama entre Gemini et Digital Currency Group. Alors Gemini, c'est un exchange américain qui a été lancé par les deux frères Facebook, je les appelle comme ça, les Winklevoss. C'était les deux frères qui avaient pensé Facebook et qui se sont fait voler l'idée par Mark Zuckerberg après. Ce sont aussi des Bitcoin milliardaires et ils gèrent un exchange qui s'appelle Gemini. Dans Gemini, ils avaient une offre qui permettait à leurs clients de toucher un rendement annuel qui s'appelait Gemini Earn. Et quand on a eu la cascade de liquidation, vous savez, donc on a eu le crash Luna, après on a eu Three Arrow Capital qui a pris très cher, après on a eu le crash FTX. Pour terminer, on a eu d'autres exchanges à cause du crash FTX qui ont pris très cher, dont un produit qui s'appelle, on l'a noté de toute façon, normalement on l'a noté, j'ai plus le nom, Genesis, voilà. Quand Genesis a eu un gros trou de plus d'1 milliard de dollars à cause du crash FTX, et ben ça s'est répercuté en fait sur des partenaires. Genesis, c'est une entreprise qui appartient à Digital Currency Group. Et du coup, en fait, Digital Currency Group aurait visiblement menti. En tout cas, ce sont les accusations qui ont été faites par Gemini pour dire, voilà, nous, le crash FTX, ok, ça fait mal, mais tout se passe correctement, ne vous inquiétez pas, etc. Et en fait, ils ont temporisé et ils ont mis dans le caca plusieurs partenaires, pour dire les choses vulgairement. Gemini en fait partie. Et donc, comme Gemini aimerait retrouver son argent, on parle de plus de 1 milliard de dollars. Hein. Au début, ils ont essayé de négocier. Et la négociation, elle n'a pas avancé. Et donc là, on est sur une attaque en justice directement. Du côté de Digital Currency Group, ils semblent vouloir temporiser un maximum pour ne pas payer. Alors, j'ai pas trop compris le fond dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que ils ont essayé d'être arrangeants du côté de Gemini en disant, écoute, ok, il y a 1 milliard à rembourser, rembourse-nous-en un bout maintenant pour le 21 juillet, et puis dans les 2 ans d'après, tu nous en rembourses un autre bout, et puis dans 5 ans, un autre bout, et ça va le faire. Le truc, c'est qu'il y a toujours une histoire de dénomination en Bitcoin et en dollars. Et le truc, c'est que le Bitcoin, il prend de la valeur ou il perd de la valeur. Et j'ai l'impression, en fait, que du côté de Digital Currency Group, il joue la montre parce qu'il part du principe que le Bitcoin va prendre de la valeur et donc ils vont essayer de payer personne et de garder leur Bitcoin le plus longtemps possible pour que ce Bitcoin prenne de la valeur pour pouvoir ensuite rembourser les autres avec des intérêts. Dans l'idée, c'est ça. Ensuite, on a Ubisoft qui prépare un nouveau jeu Web3 qui s'appelle Champions Tactics. Alors, ça sortira pas tout de suite. Ils nous ont juste fait un petit trailer. On voit pas grand chose finalement. Mais voilà, ce sera un RPG et le jeu sera basé sur la blockchain asiatique. C'est pas la première fois que j'en entends parler. J'en avais entendu parler parce qu'ils avaient annoncé des trucs justement avec Square Enix à l'époque. Oasis, quand tu vas sur le site, tu vois pas grand chose. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont bossé avec Square Enix, Sega et Bandai Namco. Probablement d'autres qui vont arriver. Ce qu'il y a d'intéressant cependant, déjà, c'est que ce jeu, il va être gratuit. Donc peut-être qu'il faudra un NFT pour y jouer, mais en tout cas, il sera gratuit, donc tout le monde va pouvoir y participer. Et c'est une nouvelle initiative d'Ubisoft. Il faut savoir qu'Ubisoft, c'est un studio qui s'est énormément investi dans les crypto-monnaies. Je crois qu'ils ont bossé avec The Sandbox, ils sont validateurs de blocs pour Ultra. Moi, je sais qu'ils ont beaucoup discuté avec Aurori à l'époque. Bref, ils cherchent à rentrer dans ce marché-là. Ils avaient même émis des NFT à l'époque pour un de leurs jeux. Ça avait fait scandale d'ailleurs, et ils continuent de le faire, même s'il y a des gens qui critiquent, même s'il y a des employés qui pètent leur câble. Ensuite, on a l'Union européenne qui va visiblement faire passer une dinguerie. Alors, j'essaie de bien comprendre l'information, mais ils ont finalisé un acte, mais il n'est pas acté encore. Et cet acte, il serait question de plusieurs choses par rapport aux données, etc. Mais notamment d'une sorte de kill switch sur les smart contracts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, eh bien, il faudrait que une fois que cet acte il est acté du coup, que les développeurs de smart contracts intègrent dans leur code une fonction qui permet à tout moment de pouvoir couper le smart contract ou pouvoir censurer ou ce genre de choses. Donc on est complètement à l'opposé même des valeurs fondamentales des crypto-monnaies. Mais c'est visiblement ce dont ils ont parlé. Donc c'est pas encore acté, mais ça risque d'être le cas et franchement ça craint de fou. Hein. Et je sais même pas comment ce serait applicable parce qu'en fait, tu es un développeur, tant que tu n'es pas en Europe, tu peux te dire, l'Union européenne, m'en fout. Et puis, tu as aussi les anciens smart contracts. Enfin bref, je vois même pas comment ça peut être fait, mais en tout cas, c'est chaud. Ensuite, pour les bonnes nouvelles, on a Starknet qui a lancé son testnet pour sa nouvelle mise à jour 0.12. Et dans quelques jours, pour être très exact, le 12 ou le 13 juillet, ça passera directement en ligne pour tout le monde. Cette mise à jour 0.12, elle fait quoi? Elle optimise grandement l'interaction entre le séquenceur, c'est-à-dire l'espèce de passerelle entre le layer 2
2 et le Layer 1 Ethereum, et le langage de programmation dédié à Starknet qui s'appelle Cairo. Le résultat, c'est qu'on a presque 10 fois plus de performance qu'avant, parce que c'était une critique qui a été beaucoup faite par rapport à Starknet, c'est que c'était très lent. Voilà, bah, c'est plus très lent, c'est moins lent, on est sur quelques transactions par seconde, donc c'est pas non plus un truc de ouf pour le moment, mais ça permet de booster les performances, et on sait que très prochainement, on aura la mise à jour 0.13, qui elle aussi va augmenter les optimisations au niveau de Starknet, et ça devrait réduire de 85% les frais de transaction, en plus du fait que ça va booster les performances, ce qui devrait en faire un des Layer 2, si ce n'est le Layer 2 le plus performant de tous, avec des frais extrêmement bas. Donc ça, c'est plutôt cool. Prochain mainnet, le 12 juillet. Ensuite, on a DYDX qui lance son testnet sur Cosmos de la V4. On vous a beaucoup parlé de DYDX parce qu'on bosse avec eux. Cette V4, ça fait 6 mois qu'on vous en parle. Et ben, le testnet, il est là. On peut déjà tester d'ailleurs. Ça se passe sur Cosmos. Ça fonctionne avec le wallet MetaMask et ça fonctionne parfaitement bien. Comme c'est un testnet, il y a des bugs. Comme c'est un testnet, on mise pas d'argent. Hein. Donc, vous pouvez tester et ça vous permet de tester l'application et de vous faire un avis par rapport à des expériences de type exchange centralisé habituel. Donc, hop, là, ils me disent de switcher de réseau. Donc, je passe sur un réseau de test. Pour le moment, il n'y a pas de marché spot. Hein. Visiblement, on n'a que du marché dérivé sur du Bitcoin et sur de l'Ether. Et ça fonctionne nickel. Dès que vous arrivez sur le testnet, vous avez un airdrop de 1000 $ fictif et vous pouvez vous amuser à longuer le marché si vous voulez. Hop, là, je place un ordre. C'est quasiment instantané. Ça va super vite. Ça va beaucoup plus vite que sur le Layer 2, il paraît. Ça marche super bien. Donc, ça annonce vraiment du bon. Et ils vont ajouter environ 30 crypto-monnaies là, sous peu, pendant le testnet. Donc, ils vont s'assurer que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas des bugs bizarres et tout. Et puis, une fois que ce sera bon, je pense, pour la toute fin d'année 2023, voire début 2024, eh bien, on passera en mainnet. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on jouera avec de vrai argent, avec des vrais actifs. On quittera le Layer 2 Starknet, justement. Enfin, StarkEx, pour être précis. Pas Starknet, c'est StarkEx. C'est la même boîte, mais c'est pas la même technologie. Pas tout à fait. Et ils passeront directement à Cosmos. Et je pense que tu pourras te connecter avec MetaMask et peut-être même Kepler aussi. Mais pour le moment, ils proposent pas Kepler. Ils proposent que des wallets Ethereum à vue d'œil. Ouais. Je peux envoyer le lien, bien sûr, si vous voulez tester les couses. Sinon, vous avez juste à aller sur Coin Academy dans le Coin Hebdo et vous avez les différents liens. Ça, tout le monde en a parlé. Je suis obligé d'en parler. Toujours très mitigé par rapport à cette information. C'est le CEO de BlackRock qui soutient Bitcoin. Il y a quelques années, il nous disait que c'était une usine à blanchiment d'argent. Maintenant, il nous fait un soutien. L'argent n'a pas d'odeur, vous le savez. On en a la preuve ici. Et donc, il nous a dit l'or, enfin, le Bitcoin, c'est l'or numérique. C'est un super moyen de se protéger contre l'inflation, patati patata. J'ai trouvé ça très intéressant. Et en fait, c'est toujours ça qui est très intéressant avec ces fonds d'investissement. Alors, pour ceux qui connaissent pas BlackRock, hein, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde. Hein. Ils ont plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est pas d'argent en cash, hein, c'est d'actifs de leurs clients sous gestion. Ils ont des billes partout et en fait, on le savait déjà, mais je vais vous le reconfirmer ici, je l'ai noté, voilà. Il faut savoir que BlackRock est actionnaire de l'entreprise MicroStrategy. Pour ceux qui ne connaissent pas MicroStrategy, c'est l'entreprise de Michael Saylor. C'est une entreprise qui, entre autres, investit beaucoup dans Bitcoin. Et aujourd'hui, l'entreprise qui a le plus de Bitcoin au monde, ils ont 4,5 milliards de dollars de Bitcoin, ils ont à peu près 150 000 Bitcoin. Et donc, en fait, BlackRock, en investissant dans MicroStrategy, ils investissaient déjà indirectement dans le Bitcoin, parce qu'ils investissent dans une boîte qui mise tout sur le Bitcoin. Dans le sens où, à la base, MicroStrategy, c'est une entreprise qui fait des logiciels informatiques. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui spéculent sur MicroStrategy, qui est en bourse, hein, de mémoire, voilà, MicroStrategy Stock, ils spéculent en fait sur la narrative Bitcoin. C'est-à-dire que au début, on a eu la bulle Internet, c'est parti en cacahuète complet. Tout le monde s'en est battu les... Hein. Et dès qu'il y a eu le bull run sur Bitcoin, hop, c'est reparti. Et puis, dès qu'il y a eu un top de marché, ça s'est réécrasé. Là, ça repart un petit peu, mais je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas quand est-ce que BlackRock a commencé à investir dedans. Ils ont commencé à investir un tout petit peu en 2016 et ils ont continué à recharger progressivement en 2021 et ensuite ils en ont déchargé un petit peu. Ouais, je serais tenté de dire qu'ils ont perdu de l'argent en fait sur cet investissement les copains parce que ouais, je sais pas trop quoi en penser. Mais en tout cas, ils ont 8% de toutes les actions de MicroStrategy si j'ai bien compris. Voilà, ownership 8%. D'un côté, c'est news de fou et en même temps, j'ai peur que ce soit un signal de top. BlackRock est effectivement actionnaire de
toutes les grosses boîtes. Ça fait, ils ont des billes dans Visa, Mastercard. En fait, quasiment toutes les grosses boîtes qui existent, ils ont de l'actionnariat dedans. C'est leur boulot de toute façon en tant que fonds d'investissement. Donc, que retenir de cette news? Bah, ça donne beaucoup de crédibilité à Bitcoin. On a encore une fois un fonds d'investissement qui retourne sa veste par rapport à Bitcoin. Et dans le même temps, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est signe d'un bull run? Peut-être pas, tu vois. Peut-être pas abusé. Voilà, ensuite pour les actus en bref, on va faire très très bref. Et ben l'ancien CEO de Kraken s'est fait perquisitionner. Pourquoi je sais pas trop. Après, il a une tendance un petit peu, je vais pas dire complotiste parce que je suis comme lui, on va dire défiant les États, etc. Donc peut-être qu'il a pris un coup de chaud d'un État, peut-être qu'il y avait autre chose. On n'a pas trop de détails. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Ensuite, on a BlockFi qui est parti en liquidation après le crash de FTX. Il y a apparemment des difficultés à s'en sortir. On a l'Europe qui continue de faire des petites expériences blockchain. Et pour terminer, eh bien, Three Arrows Capital, qui était un des plus gros fonds d'investissement crypto, qui s'est complètement cassé la gueule pendant le bear market, qui essaie de se refaire une petite santé avec un exchange qui s'appelle OPNX. Et apparemment, il y aura des donations de revenus via l'exchange OPNX. Voilà, comme je le disais en début d'émission, n'hésitez pas, je vais vous laisser plein de liens dans le chat, dans la description YouTube pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, pour surveiller des rapports, pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies, en plus des articles que vous avez quotidiennement sur Coin Academy. Donc n'hésitez pas à aller sur Binance Research, n'hésitez pas à aller aussi sur Messari Research. Il y a des rapports payants, mais aussi des rapports gratuits. Et ça permet de bien se renseigner. Donc les rapports gratuits sont souvent sponsorisés par les projets en question, mais vous avez des rapports qui sont très très professionnels, qui vous permettent de bien comprendre les choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Si vous nous écoutez sur YouTube, eh ben, laissez un petit like, laissez un petit commentaire pour soutenir, ça fait plaisir, ça nous permet de gérer le référencement. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde, à très vite et prenez soin de vous, ciao. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.